Les doigts ridés d'Éléonore s'attardaient sur la petite poupée tricotée qu'elle venait d'achever, ignorant le bruit de la foule qui s'amassait dans le luxueux appartement parisien de sa petite fille. Un petit sachet de velours, dissimulé avec soin à l'intérieur, contenait un secret que seule elle connaissait. Il ne s'agissait pas seulement d'un cadeau, mais d'un fragment de son âme, une pièce de l'amour que son mari défunt, Jean, lui avait donné il y a 50 ans. Éléonore observa les poupées, l'une à l'image d'Ambre, l'autre de son fiancé, Lucas, les deux minuscules silhouettes figées dans un éternel sourire tricoté. Les semaines qu'elle avait passées à créer ces figurines avaient été un baume pour son cœur, une manière d'apaiser ses doigts endoloris par l'arthrite en échange d'un sentiment d'utilité et de tendresse. Le son de la fête était un murmure lointain, puis une vague d'agitation de plus en plus forte. L'appartement, un luxueux haussmannien du 16e arrondissement, résonnait des conversations superficielles, du cliquetis des verres de champagne et du rire forcé des invités. Le parfum cher de Valérie, sa belle-fille, flottait dans l'air, écrasant l'odeur plus modeste du papier cadeau qu'Éléonore avait soigneusement choisi dans une papeterie de quartier. Son arrivée avait été un moment de malaise. Le portier de l'immeuble, un homme à l'allure hautaine, ne l'avait pas reconnue et elle avait dû montrer sa carte d'identité, une ironie cruelle pour celle qui avait contribué à l'achat du bâtiment. Mamie Éléonore avait annoncé son fils, Richard, sans lever les yeux de son téléphone. Son ton était celui d'une obligation, d'une petite formalité à accomplir avant de revenir à des choses plus importantes. Éléonore se tenait à l'écart, tenant fermement son cadeau emballé. Elle observa Ambre, sa petite fille, une silhouette élégante dans sa robe de soirée crème, son visage parsemé d'un sourire que sa grand-mère n'avait jamais vu, un sourire pratiqué et superficiel. Ambre ne cessait de lancer des regards vers Logan, son fiancé, qui se tenait à l'autre bout de la pièce avec l'air d'un investisseur évaluant une nouvelle acquisition. Valérie, la belle-fille, fit teinter son verre de champagne. « Chérie Ambre, il est temps pour les cadeaux. » Le regard de la jeune femme se posa immédiatement sur le petit paquet qu'Éléonore tenait. Un éclair de dédain passa sur son visage, mais elle l'effaça aussitôt. « Commence par les plus petits, mon amour, lui dit Valérie avec un grand sourire. Éléonore s'avança, ses mains tremblantes, un sourire qu'elle avait répété devant le miroir ce matin-là. « Joyeux anniversaire, ma chérie, murmura-t-elle, lui tendant le paquet. Ambre le prit du bout de ses doigts manucurés, son bracelet de diamants scintillant sous la lumière. Elle le déballa lentement, arrachant le papier avec une délicatesse feinte, le visage fermé. Les invités de la fête, tous vêtus de vêtements de marque, s'approchèrent pour regarder. La pièce se tut, le murmure des conversations s'estompant. Éléonore sentit son cœur battre plus fort. À l'intérieur du paquet se trouvaient les deux poupées en tricot, méticuleusement conçues pour ressembler à Ambre et Lucas le jour de leur mariage. Ambre les souleva avec deux doigts, les tenant loin de sa robe coûteuse, comme si elle risquait de l'attacher. Elle fit la moue. « Ce cadeau a l'air si ringard », s'exclama-t-elle, sa voix claire et perçante portant dans le silence de la pièce. Un rire moqueur s'échappa de ses lèvres. « Grand-mère, tu sais que nous avons une liste de mariage chez Dior, n'est-ce pas ?» Lucas ricana. « Parfait pour la pile des dons. » La foule éclata de rire. Le son du rire de Richard, plus fort que les autres, fut suivi par le gloussement de Valérie. Les joues d'Éléonore devinrent brûlantes. Elle voulait expliquer. Parler du diamant caché à l'intérieur de la poupée, des heures de travail, de la signification de ce cadeau. « Maman, peut-être devrions-nous parler d'une aide financière pour toi ?» L'interrompit Richard en posant sa main sur son épaule. « Ces petites choses montrent que tu as peut-être trop de temps libre. » Éléonore regarda autour d'elle, cherchant un visage compatissant, une seule personne qui comprendrait. Elle aperçut son petit-fils, Thomas, debout dans un coin, un appareil photo à la main. Il la regarda avec des yeux pleins d'excuses, ce petit acte de gentillesse manquant de la faire craquer. Elle ne put plus supporter l'humiliation et le rire qui la suivit. Elle quitta la fête tôt, le cœur lourd et brisé. Alors qu'elle quittait la fête, Éléonore croisa le regard de son petit-fils, Thomas, qui lui offrit un regard d'excuse. Ce petit acte de gentillesse fut un rayon de soleil dans les ténèbres. Le son du rire d'Ambre résonnait encore dans la tête d'Éléonore alors qu'elle rentrait chez elle, mais une nouvelle source d'angoisse l'attendait. Le silence de son propre appartement parisien, où chaque objet portait une histoire,
contrastait brutalement avec la vacuité de la fête. Elle se sentit submergée par un sentiment de trahison, comme une vague froide qui l'enveloppait. Elle s'effondra sur son fauteuil, ses mains tremblant doucement. Le fait qu'elle ait contribué financièrement à l'achat du somptueux appartement d'Ambre rendait la gifle d'autant plus cuisante. La nuit passa sans sommeil, remplie de doutes et de larmes silencieuses. Le lendemain matin, un soleil timide perça à travers les nuages, projetant une lumière douce sur les toits parisiens. Éléonore se prépara un café, l'odeur du pain grillé et du café noir emplissant l'air, une routine réconfortante qui l'ancrait dans une réalité familière. Elle s'assit près de la fenêtre, le cœur toujours lourd. C'est à cet instant qu'elle vit l'email d'Ambre, resté ouvert sur son ordinateur. La pièce, un espace qu'elle avait décoré avec goût et qui contenait l'essence de ses souvenirs avec son défunt mari, Jean, semblait soudain étrangère. L'email contenait des contrats de mariage à signer pour le lieu de la cérémonie, sa bien-aimée maison de campagne en Provence, celle-là même où elle avait dispersé les cendres de Jean. Le message d'Ambre était clair et sans émotion, nous avons déjà envoyé les invitations. Le décorateur va commencer les rénovations le mois prochain. Vos vieux meubles devront partir. Les mains d'Éléonore tremblèrent. Pour eux, cette maison n'était qu'un simple lieu de réception. Pour elle, c'était le sanctuaire de sa vie avec Jean, le témoin de 40 ans d'amour. Un lieu de mémoire qu'on voulait lui arracher. C'est alors qu'elle découvrit, sur sa table de cuisine, une brochure qu'elle n'avait pas vue la veille, Le repos paisible, un foyer pour seniors. Quelqu'un avait entouré en rouge un plan d'étage. Une note, dans l'écriture soignée de Valérie, disait « Parfait pour maman ». La vérité la frappa de plein fouet. On était en train de diviser sa vie en morceaux, sans son consentement. Elle n'était plus qu'une statistique, un fardeau à gérer, une vieille femme à placer dans une maison de retraite pour avoir accès à ses biens. Un message de Richard arriva sur son téléphone. « Maman, nous avons trouvé une maison de retraite parfaite à Lyon. Nous avons un rendez-vous pour une visite la semaine prochaine. » Leur voix, celle de son propre fils et de sa belle-fille, résonnait dans sa tête. Elle se souvint d'une conversation avec sa meilleure amie, Juliette, qui lui avait dit que sa famille la considérait comme une rente. Éléonore avait toujours refusé de le croire. Maintenant, la preuve était devant ses yeux. Quelques minutes plus tard, Richard l'appela. Sa voix était douce, lissée, comme celle qu'il utilisait au tribunal pour orienter un témoin vers une conclusion prédéterminée. « Maman, nous pensions qu'il serait plus judicieux de transférer la maison à une fiducie familiale pour des raisons fiscales. Comme ça, elle sera principalement utilisée pour les événements familiaux. » Éléonore raccrocha sans répondre. Elle se sentit étrangement calme. La douleur et la confusion avaient fait place à un sentiment froid et dur. Elle avait survécu à la mort de Jean et à un cancer du sein. Allait-elle laisser la trahison de sa famille être ce qui la détruirait? Non. Elle n'était peut-être plus jeune, mais elle n'était pas un meuble à déplacer. Éléonore ferma son ordinateur. Un sentiment de froideur s'installa en elle. Elle prit son téléphone et composa un numéro. « Allô, maître Dubois? J'ai une décision à prendre. Je vends la maison. » La décision d'Éléonore de vendre sa maison de campagne a l'effet d'une bombe sur la famille. Les téléphones d'Éléonore ne cessaient de sonner, des appels manqués de Richard, des messages hystériques d'Ambre. Le dernier message, en majuscule, était un simple « Dis-moi que c'est faux ». Éléonore éteignit son téléphone et dormit pour la première fois en une semaine. L'appartement, habituellement si silencieux, semblait respirer avec elle, comme un vieil ami qui partageait son secret. Le lendemain matin, un sentiment étrange de légèreté la submergea. Elle n'était plus la vieille femme qui se sentait invisible, mais quelqu'un qui avait repris le contrôle de son destin. Ce sentiment fut de courte durée. Richard arriva sans prévenir à sa porte, l'air furieux et paniqué. Il était encore en tenue de sport, son visage rougi par la course et la colère. « Qu'est-ce que tu fais, maman ?» demanda-t-il, sa voix tremblante. « J'ai eu des dizaines de messages de gens qui demandent si c'est vrai. »« Bonjour à toi aussi, Richard, » répondit Éléonore calmement, le laissant entrer. Elle se dirigea vers la cuisine, prit une théière et commença à préparer du thé avec une lenteur délibérée. « Je pensais qu'il était temps de simplifier ma vie, dit-elle doucement, en vendant la maison de campagne.
Je ne veux pas de thé. Je veux une explication, lança-t-il, ses yeux pleins de reproches. Le mariage qui devait y avoir lieu, maman? Tu ne peux pas faire ça. Nous avons renvoyé les invitations, fait des réservations, tout est prévu. Éléonore le regarda par-dessus le bord de sa tasse. C'est ma maison, Richard, dit-elle doucement. Eh oui, je peux. C'est à cause de ce qu'Ambre a dit, n'est-ce pas, demanda-t-il. C'était juste une blague. Tu réagis de manière excessive, maman. Éléonore prit une gorgée de thé, réfléchissant à ses mots. Elle sentit la chaleur de la tasse dans ses mains, ce qui lui permit de garder son calme. Ce n'est pas une seule remarque, Richard. C'est un schéma de comportement, le tien y compris. De quoi tu parles, lança-t-il, son visage se crispant. Les brochures de maison de retraite que tu as laissées sur ma table. Les rendez-vous que tu as pris sans me consulter. Les tentatives d'accéder à mes comptes. Son visage changea. C'était pour ton bien. Tu vieillis. Je suis vieille, mais je ne suis pas incapable, répondit Éléonore. Et je ne suis certainement pas sénile, même si j'imagine que cette histoire pourrait être utile. Maman, s'il te plaît, commença Richard, sa façade de colère se fissurant. Je suis en difficulté. Le projet immobilier a échoué. J'ai des dettes et mes investisseurs menacent de porter plainte. J'ai besoin de capital. Il admit tout, sa voix trahissant un désespoir qu'elle n'avait jamais entendu. Donc, il s'agit d'argent, dit Éléonore, son ton étrangement calme. Pas de ton souci pour mon bien-être. C'est les deux, insista-t-il, mais son regard ne rencontra pas le sien. Éléonore se leva et regarda par la fenêtre. La vente sera conclue dans 5 semaines. Les bénéfices iront sur des comptes auxquels tu n'auras pas accès. Tu fais ça à ta propre famille? À Ambre? À moi, demanda Richard. Éléonore se tourna vers lui. Tu ne m'as laissé aucun choix. Tu m'as montré exactement le respect que tu as pour mon autonomie, mes souhaits et ma place dans cette famille. Ce n'est pas juste. J'ai l'impression d'avoir entendu cela toute ma vie, mais quand est-ce que l'un de vous m'a demandé ce que je voulais au lieu de me dire ce dont j'avais besoin? Richard, désarmé, ne trouva rien à répondre. Il se sentit comme un adolescent pris en faute, incapable de se défendre face à la dignité de sa mère. Plus tard dans l'après-midi, Ambre arriva à son tour, les yeux rouges et encore vêtue de la robe de la veille. Lucas panique, dit-elle sans détour. Ses parents sont mortifiés. Tu n'as aucune idée de la façon dont cela nous fait passer pour des idiots. Éléonore, qui avait retrouvé sa force intérieure, répondit calmement. Aussi mal que j'ai pu me sentir quand tu t'es moqué de mon cadeau devant tout le monde. Ambre se recroquevilla légèrement. C'était différent. J'étais juste honnête. Moi aussi, je le suis, répondit Éléonore. La maison est en vente. Le mariage doit trouver un autre lieu. Mais pourquoi? Pourquoi me fais-tu ça, sanglota Ambre. Éléonore la regarda. Je ne te fais rien, Ambre. Je fais ça pour moi. Alors qu'Ambre s'en allait, furieuse, Éléonore ne ressentit aucune satisfaction, seulement la certitude tranquille d'avoir enfin agi pour sa propre dignité après des décennies de concessions. Elle entendit le bruit de la porte se refermer avec fracas, et un silence apaisant s'installa dans son appartement. Éléonore quitta la pièce, laissant sa famille dans le chaos. Le regard de Thomas, qui l'observait de loin, choqué mais admiratif, était le dernier souvenir que le lecteur a d'elle dans ce chapitre. Si vous êtes toujours là et que cette histoire résonne en vous, laissez simplement un minute en commentaire pour me le faire savoir. Et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu qui touche les cœurs et qui nous inspire tous. À présent, poursuivons notre récit. La sonnette retentit. Éléonore ouvrit la porte et se trouva face à face avec son futur ex-petit-fils, Lucas, un homme qu'elle ne pensait plus jamais revoir. Il était seul, son attitude de façade ayant disparu. « Madame Éléonore, commença-t-il, un peu gêné, je voulais vous parler, directement, sans interférence. » Éléonore, intriguée par cette visite inattendue, le fit entrer et l'invita à s'asseoir.
Le jeune homme était vêtu d'un pantalon de velours côtelé et d'une chemise simple, loin du costume de marque de la soirée d'anniversaire. « Je suis venu m'excuser, dit-il, son regard fixé sur ses mains. Pour avoir ri de votre cadeau. C'était un manque de respect. » Éléonore l'observa, cherchant la moindre trace de manipulation derrière ses excuses. « Pourquoi maintenant ?» demanda-t-elle doucement. Lucas leva les yeux, il y avait de la sincérité dans son regard. « Parce que je commence à voir les choses différemment. La façon dont tout le monde réagit à votre décision, cela m'a montré une facette de cette famille que je n'avais pas remarquée avant. » Éléonore ne dit rien, mais elle sentit son cœur s'adoucir légèrement. La conversation avec Thomas, son petit-fils, la veille, lui avait donné un espoir. La visite de Lucas confirmait qu'il y avait une fissure dans le mur de l'indifférence qui entourait sa famille. Lucas, qui semblait avoir passé les dernières semaines à revoir sa vie, lui expliqua. Le mariage, l'argent, les apparences, ce n'est que ça qui compte pour eux. Pour vous, c'est différent. J'ai vu la déception dans vos yeux à la fête et la dignité avec laquelle vous êtes partis. J'ai compris. Éléonore lui expliqua son choix, sans colère ni ressentiment. Je ne vends pas la maison par vengeance, Lucas. Je la vends pour me protéger. Je ne suis pas un bien immobilier, ni un compte en banque. Je suis une personne. Je le sais, Madame Éléonore, répondit Lucas. J'ai vu les documents que Richard a laissés traîner. J'ai vu le mensonge et la cupidité. C'était la goutte qui a fait déborder le vase. Il regarda autour de lui. Vous savez, Richard m'a parlé de l'idée de vous mettre sous tutelle. Ça m'a choqué. Je n'ai pas pu ne rien faire. Lucas se leva pour partir. J'ai bien réfléchi et j'ai réalisé que les valeurs de cette famille ne sont pas les miennes. Il lui tendit la main, sa poignée était ferme. Je pense que je comprends pourquoi vous faites cela. Vous êtes la seule personne honnête que j'ai rencontrée dans cette famille. Éléonore fut touchée par ces paroles. Pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un la voyait comme elle était vraiment. Elle se sentit soudain libérée d'un poids. Merci, Lucas, dit-elle. C'est un grand courage de ta part de venir me voir. Ce n'est rien, dit-il en souriant. J'espère que vous trouverez le bonheur. Alors qu'Éléonore regardait Lucas s'éloigner, le téléphone sonna. Le nom d'Ambre s'afficha sur l'écran. Éléonore décrocha et entendit les sanglots de sa petite fille. Lucas a annulé les fiançailles, cria Ambre, il a dit que notre famille est trop instable. Éléonore sentit son cœur se serrer de compassion, malgré tout. Je suis désolée, ma chérie, dit-elle. Tu es désolée? C'est de ta faute. C'est toi qui as tout gâché avec ton histoire de maison. Ma vie est ruinée, et c'est de ta faute. Éléonore ne répondit rien, le son de la voix d'Ambre se perdit dans un sanglot. Je suis désolée, répéta-t-elle. Juste après avoir raccroché, le téléphone d'Éléonore explose de messages d'Ambre, les fiançailles ont été rompues. Ma vie est ruinée, et c'est de ta faute. La nouvelle de la rupture se répand comme une traînée de poudre. Les appels se multiplient. Mais Éléonore a déjà pris sa décision. Le lendemain matin, elle se rend au bureau de son avocat. Sur le chemin, son téléphone n'arrêtait pas de vibrer avec des notifications. 3 appels manqués de Richard, une douzaine de messages d'Ambre. L'un d'eux, particulièrement hystérique, disait « Ma vie est ruinée et c'est de ta faute ». Éléonore coupa la sonnerie et plaça son téléphone dans son sac. La voiture filait à travers les rues de Paris, et le monde extérieur semblait s'éloigner d'elle, comme si elle était dans une bulle de tranquillité. Au bureau de Maître Dubois, une atmosphère de solennité flottait. Le bureau était sobrement meublé de bois sombre et d'étagères remplies de livres de droit. Maître Dubois, un homme aux cheveux gris avec un regard sage, l'accueillit avec un hochement de tête. « Madame Éléonore, dit-il calmement, êtes-vous certaine de vouloir procéder ?» Éléonore ne répondit rien, mais son regard déterminé suffisait pour lui répondre. Elle s'assit, la main tenant fermement son sac. Une pile de documents était posée sur le bureau, attendant sa signature. Chaque page qu'elle signait était une libération. En signant, elle sentait les souvenirs de 40 ans s'échapper. Les rires, les larmes,
les étés joyeux passés dans cette maison de campagne, les moments de bonheur partagés avec son défunt mari, Jean. Le silence de la pièce était lourd, rompu seulement par le bruit de sa plume sur le papier. C'était un acte de fin, mais c'était aussi un acte de nouveau commencement. Maître Dubois la regarda attentivement. « Félicitations, dit-il, une fois le dernier document signé. Le virement sera effectué en fin de journée. » Éléonore se sentit étrangement vide, mais un sentiment de pouvoir nouveau l'envahit. « Avez-vous pensé à où vous vivriez à long terme » demanda Maître Dubois. Éléonore sourit, un sourire plein de mystère. « Oui. J'ai des plans. » Le soir, elle se retrouva seule dans son appartement. Elle n'avait pas encore eu le courage de répondre à sa famille. Le silence fut rompu par le son de sa sonnette. C'était Richard. Son visage était livide, son regard plein d'une colère froide. « Qu'est-ce que tu as fait » demanda-t-il, sa voix tremblante. « La vente est confirmée. Les nouveaux propriétaires vont bientôt s'installer. »« Oui, Richard, dit Éléonore, son ton calmé. »« C'est exact. Tu ne pouvais pas attendre une semaine ? Le mariage est dans une semaine. Tu nous as mis dans une situation impossible. Je suggère que vous trouviez une autre solution. C'est votre problème, pas le mien. » Richard l'interrompit. « C'est à cause de la fête d'anniversaire d'Ambre, n'est-ce pas ? La blague d'Ambre, tu réagis de manière excessive. Tu es en train de ruiner notre famille. » Éléonore le regarda. « Ce n'est pas une blague. C'est un schéma de comportement. Les brochures de maisons de retraite, les tentatives d'accéder à mes comptes. Je sais tout, Richard. J'ai tout vu. Et tu as cru que je ne m'en apercevrais pas ? » Richard s'effondra. « Maman, je suis en difficulté. Le projet a échoué. J'ai de grosses dettes. On va nous poursuivre en justice si je ne trouve pas d'argent. » « Alors il s'agit d'argent. Ce n'est pas de la compassion pour moi. » « C'est les deux, insista-t-il, mais son regard ne put soutenir le sien. Éléonore sentit sa détermination se renforcer. « Les fonds de la vente sont sur un compte auquel tu n'as pas accès. J'ai agi pour me protéger. Je suis fatiguée de jouer le rôle de la grand-mère gentille et inoffensive. Je veux que ma dignité soit respectée. Tu m'as laissé aucun choix, Richard. Tu m'as montré exactement le respect que tu as pour mon autonomie, mes souhaits et ma place dans cette famille. » « Ce n'est pas juste, dit Richard, sa voix remplie de frustration. « L'est-ce juste, dit Éléonore. Quand est-ce que l'un de vous m'a demandé ce que je voulais au lieu de me dire ce dont j'avais besoin ?» Richard resta silencieux. Éléonore, digne et droite, regarde son fils et répond, « J'ai cessé d'être une passagère dans ma propre vie. Un an s'est écoulé. Les feux de la rampe se sont éteints, et la poussière des conflits est retombée. Éléonore a déménagé dans un appartement moderne avec une vue imprenable sur la Seine et le ciel de Paris. Son nouvel appartement était un contraste saisissant avec son ancienne demeure sombre. Les grandes fenêtres laissaient entrer la lumière du jour, et la décoration était sobre, épurée. C'était un espace où elle pouvait respirer. Elle avait l'impression d'avoir gagné quelque chose plutôt que d'avoir perdu une maison. Un après-midi d'automne, la sonnette retentit. C'était Ambre, un an après le chaos qu'elle avait créé. Ambre n'était plus la même. Ses yeux étaient moins durs, son attitude moins assurée. Elle tenait un petit sac en papier. « Bonjour, mamie, dit-elle doucement, un peu embarrassée. Je ne savais pas que tu avais déménagé ici. C'est magnifique. » Éléonore l'invita à entrer. Ambre explora l'appartement, commentant la lumière et l'espace. Elle s'assit ensuite sur un canapé et posa le sac sur la table. « J'ai trouvé quelque chose qui t'appartient, dit-elle en sortant les deux poupées tricotées. Elles étaient dans une boîte de vieilles affaires, que j'avais mises de côté. » Éléonore les prit doucement, surprise de les revoir. « Je pensais qu'elles étaient parties pour toujours, dit-elle. J'ai failli les jeter cette nuit-là, mais quelque chose m'a arrêtée, avoua Ambre. » Elle regarda sa grand-mère. « Tu as dit qu'il y avait un diamant à l'intérieur ?» Éléonore hocha la tête. « Oui, le diamant de ma grand-mère. C'était le même que Jean a monté sur notre bague de fiançailles.
Ambre examina les poupées avec soin. Ses doigts trouvèrent la petite ouverture qu'Éléonore avait créée. Elle sortit la pierre précieuse. Un grand soupir s'échappa de sa poitrine. « C'est magnifique, murmura-t-elle, les larmes aux yeux. Ça valait, tout ce chaos? Je ne l'ai pas fait pour ça, dit Éléonore. Ce n'était pas pour le diamant. Il s'agissait de ce que tu aurais pu trouver si tu avais regardé au-delà des apparences. Ambre pleura doucement. J'ai tout jeté, mon mariage, ma relation avec Lucas, mon emploi, tout. Éléonore se tut, regardant sa petite fille. Je ne le mérite pas, dit Ambre. Un cadeau, ce n'est pas une question de mérite, répondit Éléonore. C'est une question d'amour. Ambre, le diamant dans sa main, regarda sa grand-mère. Je suis désolée. Vraiment désolée. Elles restèrent silencieuses pendant un long moment. La lumière du soleil se couchait sur la scène, et la pièce devint un tableau vivant. Ambre se leva pour partir. J'ai fait monter le diamant pour toi, dit-elle en posant une petite boîte sur la table. Je pensais que tu devrais le porter. Pas le garder pour quelqu'un d'autre. Je suis désolée pour tout. Elle lui fit un baiser sur la joue. Je pense que je vais mieux maintenant. Je vais à une thérapie. Éléonore la regarda partir. Elle ouvrit la boîte. À l'intérieur, le diamant de Jean, monté en pendentif. C'était la première fois qu'Ambre lui offrait quelque chose qui venait vraiment de son cœur. Éléonore le toucha, le sentant froid contre sa peau. Ce n'était pas le même que le diamant qu'elle avait mis dans la poupée, mais c'était un nouveau cadeau. Éléonore, regardant le diamant scintiller, se souvient de la phrase de son amie Judith, « Certaines choses précieuses ne peuvent pas être vendues ou transférées. Elles vivent en nous. »